Donc en fait, effectivement, devait intervenir Maître Mojica, qui est un avocat spécialisé en propriété littéraire artistique, en droit d'auteur notamment. C'est l'avocat de la SACEM, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et éditeurs de musique. Et il connaît bien le sujet de tout ce qui est plagiat, tout ça. Et malheureusement, n'ayant pu venir aujourd'hui, il m'a envoyé adresser un texte pour que je lise à sa place. Donc, je vous le lis tel quel. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement les organisateurs de ces journées d'études de m'avoir invité à participer à leur déroulement et aux festivités qui en sont l'occasion et intervenir à la conférence débat de ce jour pour échanger sur le thème « Redéfinir le plagiat à l'ère digitale ». J'adresse un remerciement plus particulièrement encore à la compagnie des experts en communication et tout spécialement à moi-même, donc à M. Patrice Montico, mon interlocuteur privilégié, qu'il accepte publiquement mes amicales excuses de l'avoir ces derniers temps harcelé de questions sur la nature et le sujet de mon intervention afin de m'y préparer pour être plus près de l'honneur que vous me faites de me compter parmi vous. En effet, l'intervention à une table ronde est un exercice oral qui ne commande pas nécessairement un écrit rédigé. Ce n'est pas un article, si bien que je vais m'efforcer de réunir brièvement, à la manière d'un support d'exposé, les différents points que j'aurais abordés in situ, et que nous pourrons peut-être développer à une autre occasion. Vaste sujet que celui du mimétisme, dans le cadre de la transmission du savoir, du désir des collectionneurs, de la création artistique et du marché de l'art. Je reprends ici la présentation faite par les journées d'études. Quelle est la place du juriste praticien dans cette affaire? Je ne suis en effet ni universitaire, ni chercheur, ni historien d'art, ni professionnel du marché de l'art. Personne n'étant parfait, je suis simplement juriste, avocat au barreau de Paris, développant l'essentiel de mon activité dans le domaine de la propriété littéraire et artistique. Je vais donc m'efforcer de rester dans mon couloir de nage et si d'aventure je m'en écartais ponctuellement, qu'il me soit pardonné un tel moment d'égarement. Redéfinir le plagiat à l'ère digitale. Décortiquons les termes du sujet. Redéfinir. Il s'agirait d'adopter une nouvelle définition à celle en vigueur. Je ne suis pas certain que du point de vue juridique, cela soit une étape nécessaire, si l'objectif est de lutter contre le développement du plagiat à l'ère numérique. Et ce, d'autant que le plagiat ne fait l'objet d'aucune définition dans le Code de la propriété intellectuelle. Il est donc difficile de redéfinir quelque chose qui n'est pas défini. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne faille pas reconsidérer les outils juridiques qui s'appliquent à cette modalité particulière de la contrefaçon. Plagiat. Le mot plagiat vient du latin plagiarius, qui souligne la gravité de l'acte, car il s'agit d'un crime. C'est plus fort que le vol d'un bien matériel, car l'idée de kidnapping, c'est dire aussi que le phénomène est identifié depuis très longtemps. C'est d'ailleurs le début de la conscience que les auteurs ont un droit sur leur création. Il faut distinguer le plagiat de la contrefaçon. La contrefaçon est le fait d'utiliser sans autorisation préalable du titulaire des droits l'œuvre d'autrui protégée au titre d'un droit exclusif de propriété intellectuelle. Droit d'auteur, droit voisin du droit d'auteur, droit de marque, des dessins et modèles, des brevets. Mais restons dans le domaine de la création artistique. Le plagiat n'est pas défini dans le Code de la propriété intellectuelle. Dans une approche littéraire, il est défini comme acte de quelqu'un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce qu'il a pris à l'autre, à l'œuvre d'un autre. Du point de vue du processus créatif, il consiste à s'approprier le travail d'autrui. Mais le plagiat n'est caractéristique du délit de contrefaçon que pour autant qu'il emprunte son autorisation préalable et en violation de la paternité de l'auteur de l'œuvre empruntée des éléments protégés. Ainsi, il n'y a pas de contrefaçon en cas de reprise d'un style, de création, à la manière de, ou en hommage à, quand bien même une filiation sera établie, voire revendiquée. Il n'y a pas non plus de contrefaçon lorsque la création litigieuse relève d'exceptions légales ou d'exceptions dites externes. Liberté d'expression, liberté de création. Ère numérique. Nous serons tous d'accord, si ce n'est sur une définition improbable, du moins sur la description du phénomène comme constitutif d'un environnement numérique qui a radicalement bouleversé nos habitudes et pour le sujet qui nous occupe, le rapport à la création. En définitive, le sujet, si on accepte de l'élargir un peu, consiste à traiter du point de vue du droit les processus de transformation des œuvres dans l'environnement numérique.
Je suis tenté d'introduire mon bref propos par ce qui pourrait en être la conclusion. Le phénomène de transformation des œuvres n'est évidemment pas lié au développement numérique. Il le précède de longue date. Certains spécialistes considèrent d'ailleurs que ce phénomène participe de la nature même de la démarche créatrice. Il est donc de l'essence même de la création artistique. Le phénomène est donc ancien et les historiens d'art ne cessent de le rappeler. On lit sous la plume des spécialistes l'exemple du tableau « Le déjeuner sur l'herbe » de Manet, 1863, fortement inspiré d'une gravure de Marcantonio Raimondi, 1840-1534, reproduisant une œuvre perdue de Raphaël, Le Jugement de Paris. Le rapport de la mission du Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique sur les œuvres transformatives en expose de nombreux exemples, faisant remonter le phénomène à l'Antiquité. Ce phénomène est revendiqué en tant que mouvement artistique dès les années 1960 par le mouvement appropriationniste initié par l'artiste Hélène Sturtevant, décédée le 7 mai 2014 à Paris. Pour sa première exposition en 1965, elle présenta, refait de ses mains, des œuvres d'autres artistes. Par exemple, l'œuvre de Jasper Johns, Flag, ou encore Andy Warhol, une sérigraphie de la série Flower. C'est ce que tu disais. On a pu dire de sa démarche qu'elle est plus intellectuelle que plastique, interrogeant la notion d'originalité en tant que valeur absolue. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Phénomène ancien, donc, certes, mais il est incontestable qu'il connaît un formidable développement grâce aux techniques numériques, plus simplement grâce à la révolution numérique. Il dépasse bien sûr le strict cadre des créations des arts visuels, anciennement appelés arts graphiques et plastiques, pour appréhender toutes sortes de médiums, musique, audiovisuel, littérature. Le droit français est-il totalement inadapté, dépourvu, dépassé? Lors de la création de la première grande loi française sur le droit d'auteur du 11 mars 1957, le législateur s'est doté de catégories juridiques qui ont permis d'appréhender et d'encadrer avec l'aide des juridictions les œuvres dites aujourd'hui transformatives. On entend par œuvre transformative, selon la définition que je retiendrai de Mélanie Billard, tirée de son mémoire « Les œuvres transformatives à l'épreuve du droit d'auteur » 2019, celles qui empruntent à une autre première et qui apportent à leur tour une création originale, lui conférant une protection par le droit d'auteur. Le droit français a consacré dans son arsenal juridique l'œuvre composite. Article L113.2 du Code de la propriété intellectuelle est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Il s'agit d'une catégorie de la famille des œuvres plurales, plusieurs auteurs d'une même œuvre, qui voisine avec l'œuvre de collaboration et l'œuvre collective. L'œuvre composite, ainsi définie, qui est actuellement le siège des œuvres transformatives, ne serait plus, pour certains, adaptée à la création à l'ère numérique. En tous les cas, elle ne suffirait plus à appréhender ces différentes manifestations de façon satisfaisante. D'une part, en raison des nouvelles formes d'expression artistique et de création liées au développement du numérique, d'autre part, en raison des contraintes imposées par son régime complexe dans sa mise en œuvre. Enfin, en raison de l'évolution de la jurisprudence qui précisément tient manifestement compte des deux précédentes objections. En réalité, ces trois critiques semblent se compléter par un effet de miroir, chacune étant en rapport avec les autres. Une réforme serait donc nécessaire et en tout cas souhaitable. Certaines législations ont pris le parti de tenter de moderniser l'arsenal juridique pour appréhender les questions liées à l'inadaptation du régime de l'œuvre composite aux créations à l'ère numérique. C'est le cas du Canada, qui a introduit dans son dispositif une exception de contenu non commercial généré par les utilisateurs. Elle permet de créer et diffuser des contenus empruntant à des œuvres préexistantes d'autrui sans avoir à solliciter et obtenir l'autorisation des auteurs de l'œuvre empruntée. Cette exception au monopole de l'auteur sur son œuvre, c'est-à-dire à son droit exclusif sur sa création, n'a toutefois pas encore fait ses preuves. Issue d'une loi de modernisation de 2012, elle n'a manifestement été que très peu utilisée. Cette exception couvre par ailleurs un champ très restreint. Elle s'applique aux créateurs amateurs. Elle répond en cela à la critique qui était faite à la définition de l'œuvre composite en France en 1957, établie à une époque où elle concernait des professionnels, ce qui n'est effectivement plus adapté à la création à l'ère numérique qui, en raison des facilités techniques offertes et des modes de diffusion rapides et instantanés, invite dans son champ un très grand nombre d'amateurs. Nous le verrons avec la nomenclature des œuvres transformatives liées au numérique. Cette exception, enfin, manque de précision, ce qui est source d'insécurité juridique en raison de la condition difficile à cerner, la dimension non commerciale du contenu. On voit l'idée, l'auteur, amateur,
de l'œuvre transformative ne doit pas exploiter commercialement sa création dérivée d'une œuvre préexistante dont l'utilisation, la reprise n'a pas été autorisée. Pour autant, cette création dérivée, cette nouvelle œuvre, n'est pas dépourvue de valeur économique. Il n'est pour s'en convaincre que de penser aux intermédiaires tels que les plateformes YouTube, Twitter, etc., qui, eux, exercent une activité lucrative et monétisent leur contenu, abonnement, publicité. C'est la course au clic. Ainsi, l'auteur de l'œuvre première, incorporée sans son autorisation, et l'utilisateur amateur, auteur de l'œuvre composite dérivée, seraient écartés de la valeur économique de l'œuvre transformative, tandis que leur intermédiaire en percevant les revenus. De fait, la recherche d'un prétendu équilibre juridique entre les intérêts de l'auteur de l'œuvre première et de l'œuvre seconde, l'œuvre transformative, aboutirait à un déséquilibre économique au profit des intermédiaires marchands. Nous sommes là en présence d'un véritable paradoxe. Mais au fait, de quoi parlons-nous ? Quelles sont ces œuvres transformatives à l'ère numérique qui agitent légitimement la réflexion au sein de la communauté juridique et qui font couler tant d'encre ? Malgré mon agnosticisme, si j'ose dire chevillé au corps, je préfère pour la circonstance m'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Je reprendrai donc ici l'énumération et les définitions empruntées au rapport présidé par la Commission sur la propriété littéraire artistique, pour certains d'entre elles les plus significatives. Le mash-up. Selon la définition figurant au bulletin officiel du 25 novembre 2010, le mash-up ou collage est la composition faite d'éléments hétérogènes qui constituent une œuvre originelle, ou encore un assemblage au moyen d'outils numériques d'éléments visuels ou sonores provenant de différentes sources. Comment ? Mash, M-A-S-H, plus loin, up. Mash-up. Il s'agit en quelque sorte, selon l'auteur du rapport citant Laurence Lessing, d'un processus s'apparentant à une appropriation d'images et de sons de la culture commune afin d'en faire une autre chose. La notion de mash-up voisine avec celle de bootleg, consistant en la réappropriation d'œuvres existantes principalement musicales sous forme d'hommage. Il existe plusieurs types de mash-up. Les mash-up vidéo ou remix vidéo, ils consistent à récupérer des images inédites, initialement dédiées au cinéma expérimental. Le mash-up a évolué pour consister également à reprendre des œuvres préexistantes. Les mash-up audio ou mash-up musicaux consistent en plusieurs titres musicaux entremêlés. Le mash-up audio semble devoir être distingué du remix. Le remix consiste en une intervention sur une œuvre originale préexistante à la manière d'un arrangement pour aboutir à une nouvelle version de l'œuvre. Les fans vidéo. Il s'agit d'un clip musical réalisé par un amateur. Le montage est réalisé à partir d'images cinématographiques ou télévisuelles de très courte durée, associées à une nouvelle bande son, le cas échéant modifié, réarrangé à la manière de bande-annonce. L'objectif peut être humoristique, critique. Le fanfiction ou fanfic, il s'agit de la reprise d'éléments divers, personnages, décors, personnalités, pour élaborer des histoires sous forme textuelle, vidéo ou même des costumes. Son terrain de prédilection est la fanfiction littéraire. Le rapport de la Commission supérieure de la propriété littéraire artistique fait état en matière littéraire de près de 35 000 fanfictions relatives à Harry Potter, les Potter Fiction. Bien que le phénomène soit assez ancien, situé autour des années 1910, la pratique se développe aux États-Unis des années 70 et en France avec le numérique dans les années 2000. On a toujours quelques années de retard sur les États-Unis, c'est toujours d'actualité. Il est assez amusant, c'est une formule, de constater que lorsqu'on lance une recherche sur le moteur Google avec le mot plagiat, les premières et principales occurrences qui apparaissent concernent le plagiat dans le milieu universitaire, de la recherche, à travers des propositions de logiciels permettant de les détecter. Car en effet, le milieu de la recherche n'est pas à l'abri du phénomène de l'ère du numérique et des réseaux, des facilités d'accès à l'information et de la technique, du copier-coller qui permettent les nouveaux outils numériques. Il peut s'agir de toutes sortes de supports, articles, revues, etc. Pour reprendre ici l'exemple cité dans le rapport de la Commission supérieure de la propriété artistique, l'historien d'art qui souhaite diffuser un cours en ligne massif peut se retrouver dans une situation délicate au regard du droit d'auteur lorsqu'il utilise à des fins d'illustration de son propos des œuvres protégées. Et de préciser, le périmètre de l'exception à des fins pédagogiques ne recouvre en effet pas ces exploitations ouvertes de manière indéterminée à tous les publics. Le sample ou échantillon, sans doute le plus connu de tous, il s'agit
appliquée au domaine de la musique selon la définition communiquement admise d'un extrait sonore emprunté à un enregistrement préexistant et incorporé dans une nouvelle œuvre. Historiquement, le sample est identifié comme une technique pratiquée à partir des années 1940-1950. Dédié à la musique expérimentale à l'origine, les années 1960 voient le phénomène se développer chez les artistes jamaïcains et dans le rock expérimental allemand notamment. C'est encore un Jamaïcain qui invente le cut, technique consistant à n'écouter que certains passages des disques qu'il passait avec ses platines et à jongler d'un disque à un autre sans interruption. Cette démarche est reprise ensuite par les DJ et consiste à assembler en live plusieurs extraits de morceaux pour en faire un nouveau. Le développement du hip-hop dans les années 1980 va populariser ces techniques, toutes sortes d'échantillons pouvant être incorporés dans l'œuvre musicale, bruits divers, extraits de discours. Comment traiter en droit ces phénomènes et plus généralement les œuvres transformatives? Car il est acquis que le développement des outils numériques s'accompagne d'un développement en masse du phénomène de la transformation des œuvres, par modification, par adjonction, reprise par citation, réappropriation revendiquée. L'on peut dire que deux conceptions s'opposent en apparence, selon que l'on se place sous l'angle des systèmes anglo-saxons ou sous l'angle d'un système continental. Je dis en apparence, car l'orientation de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne montre des signes de rapprochement avec la notion de fair use, à l'opposé de notre système juridique traditionnel. Un mot sur le fair use. L'exception de fair use est prévue par le droit américain à la section 107 du Copyright Act, codifié par le Copyright Act américain en 1976. Il s'est agi de trouver un outil permettant de concilier le respect des créateurs et des œuvres par le droit d'auteur avec la liberté de création artistique. Le fair use consiste en une limitation des droits exclusifs pour l'usage loyal. Fair use. Ainsi, l'usage loyal d'une œuvre protégée, y compris par reproduction sous forme d'exemplaires ou de phonogrammes, ou pour tout autre moyen prévu au terme de cette disposition à des fins telles que de critique de commentaires, de compte-rendu d'actualité, d'enseignement, y compris la reproduction en de multiples exemplaires pour l'utilisation en classe, de formation et études universitaires ou de recherche, ne constitue pas une atteinte au droit d'auteur. La difficulté avec ce régime tient à la complexité de sa mise en œuvre et à l'insécurité qui en résulte du fait qu'il revient au juge de dire si l'usage est ou non loyal. Pour faire bref, le juge apprécie au cas par application des 4 critères. Le but et le caractère de l'usage, la nature de l'œuvre protégée, la quantité et l'importance de l'emprunt par rapport à l'ensemble de l'œuvre protégée, les conséquences de cet usage sur le marché potentiel et sur la valeur de l'œuvre protégée. Ainsi, le rappelle le Conseil supérieur de la propriété artistique dans son rapport précité. La Cour suprême a eu plusieurs fois l'occasion de définir l'œuvre transformative comme étant une œuvre qui ajoute quelque chose de neuf, qui a une finalité distincte ou un caractère différent et qui modifie la première par un nouvel apport en termes d'expression, de sens ou de message. En conséquence, lorsque les juridictions estiment que celui qui se prévaut de la transformation n'a rien fait de plus que de trouver une nouvelle manière d'exploiter les qualités créatives de l'original, alors la qualification d'usage royal est refusée. En clair, l'œuvre nouvelle doit consister en une réelle transformation visant à transmettre un message différent de celui de l'auteur d'origine, pour bénéficier de l'exception du fair use. L'exercice de qualification est délicat, et ce d'autant que les 4 critères ci-dessus énumérés ne sont pas cumulatifs et doivent être appréciés in concreto. La communauté artistique, et plus spécifiquement des photographes, a subi une secousse à l'occasion de l'affaire Patrice Cariou vs Richard Prince. Nous sommes en quelque sorte au cœur du réacteur de l'appropriationnisme. L'artiste américain Richard Prince, chantre de l'appropriationnisme, à l'instar de Jeff Koons, Sherry Levin, etc., s'est approprié de nombreuses œuvres du photographe français Patrice Cariou pour réaliser une création intitulée Canal Zone, exposée en galerie. Ces photographies ont été tirées du livre de Patrick Cariou, Yes Rasta, édité par Powerhouse Books en 2000. Bien entendu, aucune autorisation préalable n'a été sollicitée ni donc délivrée, ni de la part de l'auteur photographique, ni de la part de l'éditeur du livre. Patrice Cariou engage une procédure à l'encontre de Richard Prince et de la galerie Gagosian, qui est la plus grosse galerie au monde aux États-Unis. Victoire de Patrice Cariou devant le premier juge américain, le juge Deborah, après que celle-ci ait interrogé Richard Prince afin de savoir si ce dernier avait essayé de créer quelque chose avec un sens ou un message nouveau, sa réponse fut non, et la juge en a tiré alors les conséquences en jugeant
que l'artiste américain n'avait pas apporté de véritable transformation, si bien que l'exception de Fair Use ne pouvait être utilement invoquée et retenue. Le juge d'appel Barrington, saisi par Richard Prince et la galerie, en a décidé autrement, au moins en partie. Ayant procédé à une analyse de la situation et s'affranchissant des règles codifiées du Fair Use, il a considéré que 25 des œuvres contestées de Richard Prince manifestent une esthétique totalement différente des photos de Patrice Cariou. Là où les portraits et les paysages sereins et bien composés des photos de Cariou dépeignent la beauté naturelle des Rastafari et leur environnement, les travaux crus et dérangeants du Prince sont agités et provocateurs. Concernant le critère du marché, le juge n'a pas véritablement examiné s'il était porté atteinte de celui des œuvres de Patrice Cariou, considérant que seul importait de savoir si le marché de l'œuvre secondaire, l'œuvre de Richard Prince, usurpait le marché de l'œuvre primaire, œuvre de Patrice Cariou. Or, de fait, il s'agissait de marchés différents, une toile contre un livre. Et Patrice Cariou n'était pas sur le même marché et n'était pas susceptible de l'être par lui-même ou par les licences d'exploitation. Anecdotiquement, on signalera que l'exposition de Richard Prince et la galerie Gagosian avaient réuni au moment du vernissage des personnalités du show business telles qu'Angelina Jolie, Brad Pitt et Robert De Niro, et rapporté au total environ 10 millions de dollars, 8 millions d'euros, là où le livre de Patrice Cariou avait reçu environ 8 000 euros au titre de la vente de son livre Yes Rasta. L'exception de Ferrouz a été retenue pour 26 des œuvres et 5 autres, en revanche, ont été renvoyées en première instance pour examen, le juge du recours ayant considéré qu'elles étaient peu transformatives. Patrice Cariou a saisi la Cour suprême d'un recours. Selon les informations accessibles, un accord serait intervenu entre les parties au cours du mois de mars 2014. Pour en terminer sur le Ferrouz et son traitement judiciaire, il y a lieu de préciser qu'au cours de la même année 2014, dans une affaire distincte jugée le 15 septembre 2014, la Cour suprême est manifestement revenue sur la solution retenue dans la procédure Cariou contre Prince, en tous les cas pour en corriger la méthode. Selon la Cour, il ne suffirait pas de remplir la condition de transformativité pour bénéficier du Fair Use. Nouvelle esthétique, nouvelle création, nouvelle perception par le public, il est nécessaire d'appliquer les 4 critères de l'article 107 et notamment celui de la substitution de marché qui avait été négligé, si ce n'est écarté par le juge d'appel. Qu'en est-il en France ? Une séquence judiciaire autorise la transition par un exemple mettant en exergue les différences de système de traitement. Il s'agit de la séquence Google Books. Comme chacun sait, Google procédait à la numérisation d'ouvrages. Des extraits courts sont alors diffusés sur la toile sous forme de snippets. Il s'agit schématiquement d'un encart dans lequel apparaissent des informations provenant d'une page web, répondant à une requête faite par un internaute sur un moteur de recherche. Cet encart apparaît dans les résultats de recherche au même titre qu'une liste de sites pertinents par rapport à la requête. On le comprend, l'ouvrage n'est pas accessible dans son intégralité, mais sous forme d'extraits courts. Y a-t-il atteinte aux droits d'auteur des titulaires de droit ? La réponse française en 2009 est oui. La 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris, dans une décision du 18 décembre 2009, juge que la numérisation des ouvrages constitue un acte de reproduction soumis au droit exclusif du titulaire de droit qui ne peut se réclamer de l'exception de citation. Le critère retenu pour exclure l'exception de citation est le caractère aléatoire des extraits présentés, qui doivent être délibérément choisis pour entrer dans le cadre de l'exception. La réponse américaine en 2013 est non. La Cour fédérale de New York, après vérification des 4 critères précités du Fair Use, considère que l'exception s'applique. Le but est le caractère de l'usage. Certes, il est commercial, mais c'est à visée éducative. La nature de l'œuvre, il s'agit d'une œuvre non fictionnelle. Le Fair Use est approprié puisque la protection est minime. Le volume et l'importance des emprunts. La numérisation de l'intégralité des œuvres est nécessaire aux services proposés par Google Books. Mais pour ce qui concerne les snippets, seuls des extraits sont diffusés. L'impact sur le marché potentiel de l'œuvre, sa valeur. Il n'est pas caractérisé puisqu'il n'y a pas d'accès à l'intégralité de l'ouvrage. Ce qui est intéressant de relever dans cette séquence judiciaire, c'est bien entendu que les solutions apportées sont radicalement différentes, mais aussi que dans sa décision de 2013, le juge américain finalement ne statue pas sur les caractères transformatifs de l'usage. Le droit français à l'épreuve. Le cadre juridique est complexe. Je vais m'efforcer de faire simple. Quelques rappels.
Les droits patrimoniaux de l'auteur sont prévus à l'article L122-21 du Code de la propriété intellectuelle. Il s'agit, pour mémoire, du droit de représentation et du droit de reproduction. N'y figure pas en tant que tel le droit d'adaptation, dont la question de son autonomie fait débat. Il résulte de cette même disposition que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou procédé quelconque. C'est le régime dit du droit exclusif qui confère à l'auteur un monopole d'exploitation. Le principe est donc simple. Puisque le droit d'auteur est un droit de propriété littéraire et artistique, il est protégé comme toute propriété, si bien que toute utilisation d'une œuvre protégée est soumise à l'autorisation préalable du titulaire des droits. Ce droit exclusif est toutefois contrebalancé par des exceptions. Il s'agit précisément d'exceptions au monopole d'exploitation de l'auteur sur son œuvre. Ces exceptions sont codifiées et énumérées à l'article 122.5 du Code de... Ouais, ça, c'est un peu, voilà. Il se développe en marge de ces exceptions légales un mouvement constitutif d'exceptions dites externes, issues de la jurisprudence et la Cour de justice européenne, à laquelle les juridictions nationales semblent pour l'heure résister ou, en tous les cas, restreindre les conséquences de leur mise en œuvre. Il s'agit de la fameuse balance des intérêts. Enfin, dans certaines hypothèses, ni le droit exclusif ni les exceptions légales ne sont sollicités, si bien que les règles du droit d'auteur ne sont pas même concernées lors de la reprise d'une œuvre. Sur ce deuxième point, la jurisprudence française nous en donne deux célèbres exemples. L'affaire dite de la place des terreaux. Il s'agissait de la célèbre place à Lyon réaménagée. L'architecte et l'auteur des œuvres installées sur la place faisaient grief à des éditeurs de cartes postales d'avoir reproduit sans leur autorisation leur réalisation, en violation par conséquence de leur droit d'auteur. La Cour de cassation a rejeté, le 15 mars 2005, leur pourvoi dirigé à l'encontre de l'arrêt d'appel qui les avait déboutés de leur demande d'un indemnitaire. Pour la Cour de cassation, il ne s'agit pas de nier que leur réalisation soit éligible au droit d'auteur. Toutefois, la juridiction suprême considère que ladite œuvre se fondait dans l'ensemble architectural de la place des terreaux dont elle constituait un simple élément et qu'une telle présentation litigieuse était accessoire au sujet traité. Autrement dit, l'œuvre des plaignants n'est pas le sujet des cartes postales. Elle est un accessoire dont elle ne peut être dissociée en tant que telle, ne fait pas l'objet d'une communication publique. L'affaire dite Être et avoir. Il s'agissait d'un litige né à l'occasion de la diffusion d'une œuvre documentaire comportant une scène tournée dans une salle de classe faisant apparaître des illustrations au mur. Le grief de contrefaçon n'a pas été retenu, la Cour de cassation ayant dit, pour droit, que les illustrations font corps au décor dont elles constituent un élément habituel, apparaissant par brèves séquences, mais n'étant jamais représentées par elles-mêmes. Revenons désormais dans le champ du droit d'auteur. Quels sont les droits sollicités en présence d'une œuvre transformative? Les prérogatives du droit patrimonial. Assurément, le droit de représentation, comme la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, d'abord lorsque l'œuvre transformée est représentée au public, ensuite parce que selon l'analyse de la Cour suprême de la propriété artistique, dans certaines hypothèses, la transformation de l'œuvre s'opère pendant l'acte de communication au public de l'œuvre. Le droit de reproduction, comme la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé qui permette de la communiquer au public d'une manière indirecte. Encore faut-il que la reproduction partielle, s'agissant d'emprunts ou par d'extraits, porte sur des éléments originaux de l'œuvre originelle. Pour ce qui concerne l'adaptation, la question est en débat. Il s'agirait, selon la définition du professeur Pierre-Yves Gauthier, de faire usage d'une œuvre première afin d'en tirer une œuvre seconde. La question de la nature du droit d'adaptation semble purement théorique. Pourtant, elle entraîne des conséquences pratiques importantes, notamment en ce qui concerne les œuvres transformatives, selon qu'il est rattaché au droit patrimonial ou au droit moral. Un exemple nous en est donné avec la décision Les Misérables. L'éditeur Plon a publié une suite à l'œuvre littéraire de Victor Hugo, Les Misérables. L'un des héritiers Hugo a engagé une procédure à l'encontre de l'éditeur et de l'auteur de la suite. Motif, violation du droit moral. Pour la Cour de cassation, l'adaptation d'une œuvre étant considérée comme telle relève des droits patrimoniaux d'auteur. Il s'ensuit que les droits patrimoniaux tombent dans le domaine public au-delà de la protection légale, ce qui était le cas en l'espèce. Aucune autorisation préalable n'était donc requise au titre du droit d'adaptation.
reste le droit moral. Sous l'angle du respect de l'intégralité de l'œuvre, sur ce point, la Cour de cassation a dit pour droit que la liberté de création, sous réserve du respect du droit au nom et à l'intégrité de l'œuvre adaptée, permet de donner une suite à une œuvre littéraire tombée dans le domaine public. Bon, ça, c'est un peu... les preuves sont... Autre point important, les exceptions au monopole de l'auteur. Puisqu'en fait, on a bien compris, il s'agit là, pour l'auteur, il a un droit de propriété qui est exclusif et opposable à tous. Et la législation française a prévu des exceptions. Les exceptions au monopole de l'auteur. Il s'agit des cas dans lesquels l'auteur, dont l'œuvre a été licitement divulguée, ne peut interdire son utilisation ou sa diffusion. Dans certains cas, il percevra une indemnité compensatrice. On retiendra pour les besoins du présent sujet les deux exceptions suivantes, l'exception de courte citation et l'exception de parodie. L'exception de courte citation et d'analyse. Elle est manifestement l'exception la plus appropriée. Elle permet l'intégration de fragments d'une ou plusieurs œuvres préexistantes dans une œuvre nouvelle. Elle doit être courte, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'un fragment bref tant de l'œuvre citée dans l'œuvre citante. L'exception de parodie. Cette exception couvre la parodie, le pastiche et la caricature. La reprise d'éléments de l'œuvre préexistante doit être réalisée selon les lois du genre. Cette exception légale permet une transition avec l'exception externe qui s'impose dans notre environnement juridique, en ce qu'elle voisine, pour ne pas dire cousine, avec le droit fondamental à la liberté d'expression. Enfin, une exception externe. La question est réglée. Le droit d'auteur est un droit fondamental. Il tire cette reconnaissance du fait de sa valeur constitutionnelle consacrée par une décision du Conseil constitutionnel en 2006. Je vais réduire, hein, parce qu'il a fait long, là. Attendez. En plus, je pourrais vous parler de tout ça comme ça, sans dire le... En fait, on a bien compris. Je veux dire, le problème qui se pose en matière de droit d'auteur et d'œuvre, c'est que tout simplement, l'auteur est propriétaire de son œuvre. Et la grosse différence qui existe avec le droit américain, c'est que le droit, on a le Copyright Office. Et en fait, aux États-Unis, ça fait depuis longtemps qu'on est dans un marché. Et à partir de ce moment-là, tout a été mis en œuvre par le droit américain pour que les œuvres puissent circuler librement. Et la seule contrepartie qui existait, la grande différence, c'est que les Américains achètent forfaitairement une œuvre, alors qu'à la différence de la France, c'est le principe de la rémunération proportionnelle. Les auteurs sont associés à l'exploitation de leur œuvre. S'agissant des droits d'adaptation d'une œuvre, il y a le principe effectivement de l'autorisation de l'auteur. Toute œuvre qui fait l'objet d'une adaptation, d'une transformation aussi, doit être autorisée par l'auteur. Ça, c'est tout à fait clair. Il y a des exceptions et notamment, ça a été les parodies. C'est comment ça s'appelle ? C'était Mitterrand avec la rose, là, tu sais, la rose rouge, où il y a eu avec bon, ça ne me revient plus. L'humoriste qui avait fait comme ça une chanson, ouais, Le Luron, où là, effectivement, on a la jurisprudence a reconnu que s'agissant d'une satire, d'une parodie, il n'y avait pas besoin d'une autorisation de l'auteur, c'était de libre emprunt. Quant au plagiat par lui-même, le juge va toujours s'attacher, quand il s'agit d'un plagiat, au point de ressemblance. Parce que dans l'absolu, je veux dire, on peut très bien concevoir que deux auteurs différents à 2000 mètres de distance peuvent avoir la même idée, créer la même œuvre. Et à partir de ce moment-là, le juge va non seulement, si vous voulez, vérifier les points de ressemblance, mais aussi vérifier qu'à un moment donné, l'auteur qui a plagié n'a pas été en relation avec l'auteur plagié. Il y a un exemple qui est assez important, ça a été, je disais hier avec Johnny Hallyday, Toi ma gueule. Cette œuvre-là, en fait, qui est sortie, il s'est avéré que pendant un an, vous ne l'avez pas entendu, parce qu'il y a eu un procès qui a été mis en place. À l'époque, j'étais en poste à la SACEM et j'ai vu arriver le référé de celui qui était plagié. Et donc, dans un premier temps, il a demandé à ce qu'effectivement les droits d'auteur soient bloqués. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est que tout simplement, Johnny Hallyday était dans un studio d'enregistrement et à côté de lui, il y avait une autre personne qui enregistrait une œuvre.
et il dit à l'ingénieur du son, dis-moi, ça m'a l'air bien, là, ce qu'il est en train de chanter, tu pourrais pas lui demander qu'il me file la bande-son, je vais chanter là-dessus. Et ben, il a repris l'œuvre, tout simplement, et c'est sorti, et ça fait un tube. Bon, après, ils se sont... Donc, si vous voulez, le juge a dégagé une jurisprudence qu'on appelle le faisceau d'indices. C'est-à-dire que quand un juge est saisi par une demande en plagiat, à partir de ce moment-là, il doit vérifier que, et c'est un faisceau d'indices, que la personne qui a plagié ou un de ses commettants ou un intermédiaire n'a pas été en lien avec l'œuvre plagiée. Il y a aussi la lambada, ça a été la même chose. La lambada, c'était une œuvre qui a été plagiée. Pareil, j'ai assisté j'ai reçu la première fois l'assignation. Et tout simplement, le producteur de la lambada avait été en vacances, je crois que c'était la musique, elle vient du Brésil, il me semble, avait été en vacances au Brésil. Et puis là-bas, dans le camp de vacances, il a entendu cette musique qui lui a plu pas mal. Il est revenu en France, il a pris la musique, il a fait enregistrer ça, ça a donné le tube qu'on connaît. Et bien évidemment, il y a eu une assignation. Et après, dans beaucoup de cas, en fait... Il y a un accord qui intervient entre les parties. Il y a aussi les inconnus. Je me souviens quand j'étais en poste, c'était les inconnus, c'était pour Neuilly Auteuil Passy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce titre, Neuilly Auteuil Passy. Pareil, c'était aussi un... Comment ? C'était... non, je sais plus, Neuilly Auteuil Passy, t'as plus de machin, je sais pas quoi, je voudrais que je mette. Et donc pour Neuilly Auteuil Passy, c'est pareil, c'était aussi un plagiat. Tout simplement, ils avaient vu cette chanson. Et à l'époque, je les avais reçus, les inconnus, ils m'avaient dit, bah écoute, je vais te dire une chose, on a plagié parce que nous, en attendant, même si les droits d'auteur, on les reverse à celui qui en est le créateur, on aura touché des droits d'artiste-interprète. Parce que je pense que vous savez, il y a deux types de droits. Il y a le droit des auteurs et les droits voisins aux droits d'auteur qui sont les droits d'artiste-interprète. S'agissant de phonogrammes, vous avez la SACEM qui va percevoir, la SACEM SDRM, les droits d'auteur, et après vous avez l'artiste-interprète dans ses rapports avec le producteur qui va toucher un pourcentage sur la vente des disques. Donc il m'avait dit à l'époque qu'on a largement gagné en tant qu'artiste-interprète et voilà, ça nous suffit, il n'y a pas de problème, on va leur rendre les droits d'auteur à l'autre, là ça lui fera bien plaisir. Je crois qu'ils avaient pris un petit pourcentage au passage. Et donc, tout ça pour vous dire, c'est que quand il s'agit de plagiat, il faut bien comprendre une chose, c'est pour ça que dans le théâtre, ça n'existe pas. C'est que déjà, premièrement, pour plagier une œuvre, il faut que la personne qui va faire ce plagiat ait tout à fait la conscience que ça va lui rapporter de l'argent. C'est évident. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. En matière de marque, pourquoi les sacs Hermès ou autres font l'objet de copies? Parce que même si on revend moins cher le sac Hermès qui a fait l'objet d'une contrefaçon, il n'en demeure pas moins que la personne qui fait cette contrefaçon gagne largement sa vie. Il en est de même pour les œuvres musicales. La personne qui fait un plagiat le fait parce que il se dit je vais pouvoir gagner de l'argent avec, et donc à partir de ce moment-là, ça suffit à motiver son envie de plagier. Ce qui n'est pas du tout le cas en matière de théâtre, puisque je suis aussi en matière de théâtre spectacle vivant. Tout simplement parce que pour monter une œuvre de spectacle vivant, déjà c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile, mais en plus de ça, je veux dire, on n'est pas convaincu du résultat. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de plagiat qui se passe dans ce secteur-là, parce que la mise en œuvre du plagiat est onéreuse. Pour monter une pièce de théâtre, ça coûtera beaucoup plus cher, si vous voulez, que pour sortir un tube. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le plagiat et surtout sur l'importance, en France, du droit de propriété des auteurs. Maintenant, il faut le reconnaître, c'est qu'avec le système effectivement numérique, on est face à... Si vous voulez, jusqu'à présent, quand il s'agissait de droits d'auteur, le législateur arrivait plus ou moins à pouvoir codifier la pratique qui existait. Mais là, avec le numérique, c'est vrai que, entre guillemets, comme ça concerne les GAFA, comme on appelait avant, des entités juridiques qui sont très très importantes et dont le pouvoir est supérieur aux États, le législateur a beaucoup de mal à pouvoir imposer des décisions, ou tout du moins des dispositions législatives qui puissent pleinement protéger les auteurs.
prends pour exemple l'exploitation des œuvres par YouTube. Alors, je fais encore une fois mon expérience personnelle. Il se trouve que je m'occupe d'un auteur qui a sa propre chaîne télé YouTube. La SACD perçoit de droits, lui rémunère des sommes, mais par rapport à ce qu'il touche lui-même en publicité, c'est peanuts. C'est donc dire que les sociétés de gestion collective n'ont pas appréhendé l'ensemble des recettes liées à l'exploitation YouTube. Voilà. Écoutez, je sais pas, on va peut-être aller sur la table ronde, parce que là, c'est vrai que je voyais le texte, il est un peu majeur. Si, il était presque fini. Bon. Mais en attendant, c'est un très beau travail qu'a fait Maître Mojica. J'en ai discuté avec lui, et effectivement, il a bien vu la chose. Peut-être que vous avez des questions à nous poser, ou quoi que ce soit.